Je vous ai entendu à Rivière-du-Loup, pas entendu directement, mais j'ai lu des articles qui sont parus dans la presse, notamment suite à vos discours à Rivière-du-Loup la semaine dernière, je pense. À Rimouski, au débat. À Rimouski, ouais. Où vous avez dit en fait que vous aviez une certaine ouverture sur la diversité syndicale au Québec dans l'agriculture. Je pense que contrairement à M. Bachand qui disait qu'il soulignait les efforts de l'UPA pour la bonne gestion de l'offre, etc., vous et M. Moreau aviez une ouverture un peu plus On est allé de deux façons différentes. De deux façons différentes, en disant que peut-être il fallait que la question soit posée aux agriculteurs ou que la diversité était un point de réflexion possible. Oui, d'abord, c'est aux agriculteurs qu'il revient ce choix-là, pas au gouvernement de l'imposer aux agriculteurs. La représentation unique existe depuis 1972. Il est tout à fait bénéfique pour la société et le monde agricole d'en discuter. Je pense que la représentation unique pour les agriculteurs, elle a eu des avantages aussi. En évitant la fragmentation de représentation, je pense que les agriculteurs ont pu faire des gains importants. Et là, de la soumettre à une discussion, ça m'apparaît raisonnable. Moi, par exemple, j'ai suggéré qu'on utilise, plutôt qu'une commission parlementaire qui donne lieu à toutes sortes de débats parallèles, là, de demander à un organisme dans un mandat spécifique, comme la Régie des marchés agricoles, de mener une consultation à cet effet-là. Mais pas de nous replonger tous les 4 ou 5 ans dans cette question. Il faut, je pense, la mettre sur la table là. Et avant tout, s'assurer que ce sont les agriculteurs eux-mêmes et elles-mêmes qui prennent la décision. Parce que le contexte actuel, je comprends que le 72, ça a été, puis je pense que tous les intervenants politiques de tous les partis le disent, le syndicalisme, le monopole syndical a été très très bénéfique à l'agriculture. Aujourd'hui, il y a quand même au sein du Conseil des entrepreneurs agricoles, qui est présidé par M. Cartier, un ancien agropur, 2500 signataires qui sont des membres du Conseil, qui sont bien sûr syndiqués UPA parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui sont membres d'un organisme qu'ils aimeraient voir devenir un syndicat. Comment vous allez gérer ça vis-à-vis d'un syndicat qui a un monopole étatique depuis... Il faut mettre la chose sur la table. Moi, je pense qu'on a toujours eu des bonnes relations avec l'UPA, avec l'UPA et le gouvernement du Québec. Donc, il faut y aller avec un point de départ d'actif. L'UPA, pour la Société du Québec, c'est pas un passif, c'est un actif. Maintenant, encore une fois, de permettre aux agriculteurs de s'exprimer là-dessus, c'est ce qu'il faut. Au moins une fois, là. Et encore une fois, répétons pas l'exercice tous les 3-4 ans. Mais donnons-leur la liberté de s'exprimer. Peut-être ce que vous suggérez, comme la diversité de représentation à l'intérieur de l'UPA, de différents styles d'agriculture et différents modèles, peut être faite par une réforme à l'intérieur de l'UPA. Peut-être que c'est ce qu'on choisira de faire. Mais donnons encore une fois aux agriculteurs l'espace et le temps pour avoir cette discussion entre eux. Et qu'est-ce qui justifie, versus d'autres secteurs d'activité, que d'autres secteurs d'activité aient des syndicats diversifiés? C'est-à-dire qu'il y en a partout, c'est un des seuls. Qu'est-ce que le fait que les autres secteurs d'activité ont des syndicats diversifiés, alors que l'agriculture devrait maintenir un monopole, est-ce que ça se défend encore aujourd'hui? C'est pas, encore une fois, au gouvernement de décider ça, c'est aux agriculteurs. Si les agriculteurs, dans une consultation, décidaient massivement de conserver la représentation unique, c'est leur décision. C'est les gens qui ont des droits et qui doivent s'exprimer. Mais encore une fois, c'est pas au gouvernement d'imposer un modèle. Mais je pense que le temps est venu, après 40 ans, d'avoir une discussion sur la question. Concernant certains détracteurs des libéraux, Y en a-t-il? Y en a-t-il? Je vous dirais entre autres, un que toi particulièrement, parce qu'il écrit dans un mensuel dont je m'occupe aussi à l'agriculture, Jean Garon, ancien ministre de l'Agriculture, presque détracteur officiel des libéraux, qui dit souvent que les libéraux travaillent pour le bien individuel et que les souverainistes travaillent pour le bien commun. Comment vous réagissez à ça? Il faut faire les deux. C'est-à-dire que le bien commun, souvent, c'est la somme des biens individuels également, bien orientés vers l'intérêt commun. On ne peut pas ignorer l'intérêt personnel, on ne peut pas ignorer ce que les gens veulent accomplir pour eux-mêmes, mais il faut s'assurer que ces énergies-là soient canalisées largement vers le bien commun. Alors, c'est tout à fait artificiel de classer les gens en défenseurs du bien commun ou du bien personnel. Les deux sont complémentaires dans tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, les finances, l'économie en général. Mais est-ce que vous craignez cette perception qui est... Bon, là, on va voir ce que vous dans la commission de Charbonneau prochainement, mais est-ce que vous craignez cette perception qui flotte un peu sur le gouvernement qui vient de sortir, où on laisse supposer que le bien individuel aurait primé parfois sur des intérêts publics? On verra ce que la commission va nous amener. Il faut être prêt d'avance à accepter toutes ces conclusions. En passant, je pense qu'il y en aura pour d'autres formations politiques également. Moi, ce que je mets de l'avant, c'est d'avoir
rappeler les actions des entreprises, que ce soit la commission elle-même, les unités policières qui ont été mises sur pied, mais également, mon ambition, une de mes 5 idées maîtresses, c'est de ce qu'on appelle un gouvernement ouvert et transparent, c'est-à-dire un gouvernement qui utilise les technologies pour présenter aux citoyens de façon proactive toutes les informations utiles sur les contrats gouvernementaux, sur les nominations, sur les transactions financières, sur les comptes de dépenses d'un et de l'autre. Par exemple, tenez, également, au début d'une campagne électorale, j'aimerais que les citoyens aient une information indépendante sur l'état véritable des finances publiques. Sinon, c'est toujours la même danse. Hein. Le parti qui quitte dit que c'est comme ça, puis le parti qui arrive dit on ne pensait pas que c'était comme ça, donc on ne peut pas faire. D'où votre idée du gouvernement ouvert, je pense. Ouvert et transparent, c'est ça. Alors, c'est un modèle qui existe dans les pays scandinaves, qui a commencé également à Washington, sous le président Obama. Le gouvernement fédéral à Ottawa est en train de mettre sur pied. Je pense qu'il est important que le Québec se joigne à ce mouvement. En soi, la transparence va assainir beaucoup de ce qui entoure la politique à laquelle vous faisiez allusion. Et à mon avis, va diminuer le cynisme des citoyens qui se sentiront beaucoup plus en contact et confiants par rapport à leur gouvernement que lorsqu'on leur donne les informations à la pièce. Concernant les régions, oui. Parce qu'on est, donc à Montmagny, on le disait tout à l'heure, dans une région rurale, une région agricole. On est quand même loin des réalités des grands centres comme Montréal et Québec, même si Québec est à nos portes. Comme Premier ministre, vous feriez quoi, vous, de différent pour le développement d'une région, de différent, je dirais, par rapport à ce qu'on veut dire, par rapport à quoi? Par rapport à ce que fait Pauline Marois actuellement dans ses politiques ou par rapport à ce qu'a fait Jean Charest dans les 9 dernières années? C'est pas encore trop clair ce que fait Mme Marois en développement régional. Elle vient de freiner les mini-centrales. Moi, j'habite dans une région en passant, j'habite au Lac-Saint-Jean. Alors, je suis très familier avec toutes les réalités que vous décrivez. Le problème de décroissance de population, le problème agricole, le problème forestier, c'est très présent dans la région où j'habite. Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur non plus de dire que c'est Montréal ou les régions, ou c'est les villes ou les régions. Les régions ont besoin absolument d'un Montréal florissant, de même qu'une capitale également active. Ce n'est pas au détriment les uns des autres. Par contre, ce sur quoi nous voulons baser notre discours économique, par exemple l'innovation, le transfert technologique, la compétitivité, ça se fait autant en région qu'en ville. Tantôt, je vais voir mon incubateur ici à la Pocatière pour voir ce qu'on crée comme entreprise à partir des nouvelles connaissances dans le domaine agricole. Donc, ce n'est pas uniquement l'innovation appliquée dans l'aéronautique ou l'informatique. Ça existe aussi également en foresterie, en pêcherie, et je vais voir tantôt dans le bioalimentaire, dans l'agriculture. Alors, c'est une approche identique, mais qui se module selon les réalités des régions. Mais je veux qu'on occupe notre territoire partout. Donc, vous voyez une connexion facile entre les intérêts des régions et les intérêts des grands centres? C'est évident, hein, que ce soit sur le plan agricole ou sur la nécessité qu'on a, nous, les Québécois, d'occuper notre territoire. Je pense que les intérêts sont complémentaires.